Donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on travaille plutôt sur la générativité de la notion de contenance parce que c'est vraiment là-dessus c'est sur ça que mon propos va porter. Pour ceux, c'est à relier avec la session qui a été faite à l'EPSMD. Si vous avez vu un peu sur la chaire de philosophie à l'hôpital, on a eu une inauguration d'antenne à l'EPSMD de l'Aisne sur justement du sujet se contenant à la notion de contenance. Donc il y a des choses qui sont en partage avec cette session-là, même si là, je reviens sur cette notion de contenance, comment elle est pensée, comment elle peut nous aider à penser des protocoles de contenance, et à la fin je vous montrerai quelques protocoles qui sont absolument en cours et qui ont été pensés, co-construits avec bien évidemment les équipes en partage du GHU et puis bien sûr en l'occurrence de la chaire et puis des sismos. Donc on reviendra là-dessus. Donc on va d'abord revenir sur les questions d'enveloppe, de fonction phorique, de contenance, la clinique du bord. On fera un point plus précis sur Bieswanger et l'espace thymique. Et puis on viendra à un côté POC, Proof of Concept, Proof of Care, plus précisément. Donc là vous voyez toutes les notions d'enveloppe psychique, d'enveloppement et de fonction contenante. Je vous renvoie à une référence qui est assez bien parce que là aussi elle reprend un peu des éléments d'historiographie sur quand ces notions de fonction de contenance aussi sont apparues plus spécifiquement dans la littérature. Donc fonction de l'enveloppe psychique chez Case. Avec Anzieux, vous connaissez, c'est la notion bien sûr de moi-peau, tout à fait déterminante. Et vous avez là, toujours dans ces textes, que ce soit chez Houzel, que ce soit chez Case, que ce soit, on verra après, même chez Bayonne, chez Bion, vous avez toujours cette dialectique importante, en fait, qui vient nous expliquer qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, si je devais les dire avec mes termes propres, qu'il n'y a pas d'individuation, qu'il n'y a pas de subjectivation d'un sujet sans un milieu capacitant, capacitaire, enveloppant, phorique. C'est typique de Winnicott, sauf que le milieu phorique chez Winnicott, ce sera ce qu'il peut appeler l'élaboration imaginative de la mer, ce sera ce qu'on peut appeler l'object presenting, c'est-à-dire en gros ce que l'on crée comme cora. C'est pour ça que j'ai remis, parce que cette dialectique du milieu qui fait que ce milieu est matriciel et comme une comment dire et comme un lieu de ressources et de sources. C'est une dialectique qu'on a chez les antiques très clairement entre Aristote, entre Platon. Platon va défendre plus spécifiquement, mais c'est pas tout à fait juste, la notion de cora, c'est-à-dire précisément comment on ne se dissocie pas à ce point-là du milieu qui nous entoure. Le topos, au contraire, vous avez une scission, hein, vous êtes sujet, toujours, ce qui est vrai, hein, vous êtes toujours sujet malgré les milieux qui sont les vôtres. Donc vous changez de topos, vous gardez votre sujet. C'est là, malgré tout, le signe que vous faites sujet, c'est-à-dire que vous résistez malgré tout au milieu qui vous entoure par le fait de produire un sujet, certes. Mais il n'empêche que, bien sûr, en amont, au moment de la grande histoire du développement de ce sujet, on ne résiste pas au milieu, de la même façon en tout cas au milieu qui nous entoure et donc qui nous constitue. Donc c'est toujours un jeu
de réactiver peut-être cette dialectique entre contenant et conteneur, réceptacle et transformation, entre topos et cora, pour voir justement dans les phases de la vie, si nous sommes au même endroit par rapport à cela, comment on constitue notre sujet avec cela. Et c'est vrai que nous, en retravaillant sur ces notions de contenance, bien évidemment, on réactive cette dialectique du milieu, de la contenance, de l'enveloppe, du transitionnel qui peut se passer justement par l'enveloppe ou par la fonction phorique. La fonction phorique au sens comment dire, très très ouvert du terme, qu'on trouve par exemple chez De Leon quand il dit fonction phorique, fonction comment dire métaphorique. Voilà, donc ça, je vous renvoie à quelques références. Donc tout ce jeu, pas que métaphorique, mais qui rappelle que nos milieux peuvent, encore une fois, renvoyer à différents types de dispositifs, que ce soit la fonction enveloppe ou pas de la famille, que ce soit la fonction enveloppe ou pas de l'institution. Enfin voilà, hein, on peut l'enveloppe institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle réactive cette notion d'enveloppe institutionnelle. Je vous ai renvoyé également à un auteur plus contemporain d'aujourd'hui qui n'est pas issu des humanités médicales, qui est Bruce Begou et qui lui parle d'écophénoménalité. Vous avez vu que cette fonction phorique, chez Wilfried Bion, 1962, on va parler de fonction alpha. Qu'est-ce que c'est que cette fonction alpha? Elle est marquée à côté, donc c'est essentiellement une fonction d'élaboration, de médiation, de métabolisation. Et là encore, soit à chaque fois, on a toujours ces trois modèles que vous voyez chez Houzel un peu plus haut, de comment on se contient, comment on produit, entre guillemets, un effet de possibilité de circonscrire son corps et malgré tout, par cette médiation du corps, un sujet. Vous voyez qu'on peut se contenir par la décharge, et d'ailleurs c'est souvent ce qui nous est... alors attention, en deux temps, hein, c'est-à-dire j'ai d'abord besoin pour retrouver mon sujet de me décharger. C'est ça que ça veut dire. Et vous avez quantité de jeunes gens, notamment quand on a fait des phases d'immersion dans les services, très souvent, est-ce que c'est une question d'âge, est-ce que c'est une question de code, est-ce que c'est etc. Mais vous aviez beaucoup de personnes qui sont en demande de hurler, de casser, de se décharger. C'est-à-dire c'est ça, mais d'être contenu, sous-entendu, d'être dans un lieu pour faire cela. Pas n'importe comment, pas n'importe où. Pas, voilà, puisque ce n'est pas un passage à l'acte. C'est à un moment donné comme un protocole de décharge. Hein, comme ceux qui vont aller se bagarrer, donner des coups, etc. Donc on est dans un système de contenance. Donc, et d'ailleurs, on a des furry rooms aujourd'hui qui pullulent un peu partout. Je ne sais pas si vous avez vu, et vous y arrivez, on vous met des casques, des machins, des trucs, une batte, et hop, vous partez et vous cassez tout. Bon, je ne dis pas que Sainte-Anne doit mettre en place une furry room, mais why not? Non, mais blague à part, c'est malgré tout voilà. Donc par la décharge, par la question du dévoilement, donc la verbalisation, ça marche sur certains sujets, pas du tout sur d'autres. Pas du tout sur d'autres. Donc il faut avoir véritablement déjà en fait un rapport au langage qui passe par la fonction métaphorique, euphorique, etc. Parce que sinon ça coince. Et même ça produit soit des sentiments vexatoires, d'humiliation, enfin il y a un blocage assez immédiat. Et puis la contenance qui est une affaire à la fois corporelle, soit par les effets de peau, d'étreinte, etc., soit quelque chose qui est beaucoup plus en passant par des médiations de tissus, de sons. On verra bien évidemment que les questions d'immersion, d'enveloppe sonore, il y a le LABA, qui ici la structure du design, le laboratoire de design qui travaille justement sur cet enveloppement sonore. Donc voilà, il y a également tous les effets qu'on connaît bien, qui sont des fonctions translationnelles, donc des fonctions de contenance, mais qui bougent, si j'ose dire. La fonction de contenance qui bouge, c'est l'objet transitionnel. C'est mon doudou,
voilà, c'est là aussi l'objet transférentiel, c'est résolument produit en fait. Et c'est ça qui est intéressant, il produit une première relation à l'objet, mais malgré tout dans un sentiment sécuritaire, donc dans un sentiment contenant. C'est ça son travail, son job. Bien évidemment, tout à fait spécifique chez l'enfant, mais en fait, on se rend compte que les objets transférentiels, toute notre vie, on travaille avec. Donc, en psychanalyse, cette clinique des objets, elle est tout à fait conséquente. Et là aussi, donc, quand on réfléchit à des problématiques de contenance, on peut se poser la question, mais au fait, est-ce que ça passerait par un objet? Et en l'occurrence, ça a été, vous allez le voir, une demande de Sainte-Anne et puis des équipes d'avoir quelque chose qu'on puisse porter avec soi. Quelque chose qu'on puisse porter avec soi, c'est un objet, parce que sinon, et un objet qui est portable. Donc c'est très intéressant de voir que l'objet portable peut me porter, sur le fait que tout d'un coup, si j'établis un lien très particulier avec cet objet a une capacité phorique. Donc voilà, je vous ai remis bien évidemment toute holding, handling, élaboration imaginative de la mère, préoccupation primordiale maternelle, etc. Donc tout l'univers winnicottien qui est typique de ces univers de contenance. Et puis chez Roussillon, la fonction symbolisante, pareil, qui nous renvoie assez également à cela. Donc ça, c'est un premier... Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Pareil, donc, chez Houzel, la fonction contenante, comment on la définit? Comme un processus de stabilisation de mouvance pulsionnelle et émotionnelle. Et c'est le deuxième point que je trouve intéressant, qui permet la création de formes psychiques douées de stabilité structurelle. Donc on voit très bien comment cette fonction contenante, elle est vectorielle, elle est agissante, elle n'est pas que passive. Hein, c'est pas ça qui se joue dans une fonction contenante, c'est pour ça qu'elle est toujours vectorielle, même si, bien sûr, voilà, en tout cas, nous, dans un travail un peu exigeant, on aura à cœur d'aller traquer cette dynamique qui est dans la fonction contenante, et pas simplement le côté réceptacle, refuge, je bouge plus, ce qui est, pourquoi pas, ce qui est déjà bien, mais comme on est malgré tout dans un univers où on va le sujet se contenant et se tenant, donc il y a quelque chose d'une dynamique peut-être plus importante en termes d'individuation. Il y a également tous les travaux, bien sûr, de Butène et autres, de Tustine, donc tous ceux qui ont travaillé plus spécifiquement la clinique de l'autisme et qui connaissent bien sûr ces problématiques de contenance, plutôt avec les notions de bord, de la clinique du bord, de ce qui fait bord, de ce qui fait frontière, la réassurance par le bord, donc le fait d'avoir des protocoles. Alors le bord étant quelque chose qui peut être multiple, c'est pas simplement taper sur une porte, entendre un son particulier ou se blottir dans un coin de mur, etc. Où ça, on a mais ça peut être des plis. Voilà. On sait que les autistes également fonctionnent beaucoup avec des fonctions adhésives. Alors c'est pas du bord, c'est de l'adhésion, mais pour coller des choses ou voilà, tout ce qui va, mais ce qui permet quand même aussi de voir et de produire du bord. Chez Butène, vous aviez très clairement la question de la contention de manière plus classique avec les autistes dits explosifs, mais justement il travaillait à faire dit-il, des thérapies contenantes de type momification. Alors on n'est pas dans le packing, c'est encore autre chose, mais où on enveloppe avec un certain type donc c'est le cas Haussmann. Et très intéressant de voir que la momification, qui est le fait d'emballer, d'envelopper, voilà, de manière vraiment très lente, voilà, il y a tout un protocole, mais il y a aussi des techniques de désemballage. Donc pareil. Donc en fait, on voit que c'est des espèces de rondes comme ça, de rituels, d'étreinte, de non-étreinte, etc. Donc ça, c'est assez bien posé chez Butène.
On a chez Francis Tustin la différence comme ça entre ce qu'elle appelle les autistes chiffon, mou plutôt, les autistes carapace, et donc résultat, on va travailler des fonctions et des thérapies contenantes en fonction de ce corps qui soit résiste, soit est mou, soit résiste, et donc on produit des contenances à variabilité qui vont être plus ou moins, qui vont solliciter plus ou moins une tension ou un tonus musculaire. On se rend compte bien évidemment que la fonction contenante, c'est toujours souvent une combinatoire. Il y a de la parole, il y a de holding, il y a éventuellement des systèmes sandwich. C'est comme ça que c'est posé chez Buten. Il parle de système sandwich où on va... Voilà, on trouve la même chose, on va le voir chez Temple Grandin dans la squeeze machine. Donc le massage compression, qui est aussi assez utilisé en technique, en clinique de l'autisme. L'approche psychanalytique aussi, qui bien évidemment fonctionne beaucoup avec la fonction contenante, alors plus classiquement avec une fonction contenante qui passe par généralement la verbalisation, et le phorique, le sémaphorique, le métaphorique, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec De Lyon, qui travaille avec, malgré tout aussi, on l'a dit, des cliniques des objets transférentiels. Donc ça, c'est très, on va dire, assez classique. Là aussi, la fonction contenante en psychiatrie, je passe parce que ce n'est pas mon sujet sur le rôle plus que controversé, mais de la contention mécanique, puisque l'enjeu ici, c'est justement de voir comment on peut s'extraire de cela. Je reviendrai sur les hypothèses de notre travail. Alors pas forcément s'extraire de façon, définitive au sens de plus jamais ça. Non, on n'est pas dans cette alternative. On est éventuellement soit dans une complémentarité, soit dans la possibilité de faire baisser la contention en activant justement des protocoles de contenance volontaire qui nous permettraient, en tout cas c'est l'enjeu, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais l'enjeu c'est de voir justement comment on peut faire baisser cet usage, bien évidemment aussi comment en ouvrant ces protocoles de contenance volontaire, on peut transformer la représentation de ce qu'est la contention, mais la contention au sens de contenance aussi, et donc pour demain travailler et même transformer nos usages de cette contention. Donc voilà, la machine à câlin, comme elle est développée par Temple Grandin, dispositif de contention volontaire permettant un abaissement de l'anxiété par l'exercice d'une pression sur le corps d'un sujet, contrôlé par celui-ci. Donc c'est toujours ça qui est déterminant, c'est la volonté, le consentement et le fait que c'est le sujet lui-même qui produit une pression et qui produit donc le fait de venir se contenir. Alors ça répond à quoi cette clinique de la contention ? Ça répond souvent à une clinique de l'effraction, qui est typique du PTSD, donc du stress post-traumatique. Et donc, résultat, demain, si on utilise ces protocoles de contention et ces protocoles de contenance volontaire, on pourrait peut-être aussi travailler avec des personnes qui ont pu ou traverser des traumas importants, puisque ces traumas importants, malgré tout, on les voit ici. Il y a des grands sentiments de détresse, des sentiments, parfois de morcellement. C'est des termes qu'on peut trouver.
On a, posé la névrose traumatique provoque un triple blocage des fonctions du moi, fonction de filtration de l'environnement, fonction de présence au monde, fonction libidinale et de relation à autrui. Donc ça, on connaît, c'est très typique de tout ce qui est la vérité de la clinique du trauma. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet, mais simplement pour vous montrer que sur certains points, très clairement, on a bien évidemment des possibilités là d'utiliser éventuellement des dispositifs de contenance qui pourraient accompagner d'autres types de traitements pour tout simplement pour se dépasser, produire une résilience autour de ce PTSD. On a également, si on pousse de manière très très générative le contenant, si on fait de la cora très 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 ouverte, on peut considérer que le paysage est un contenant. Vous avez pas mal de travaux là-dessus, que le contenant, le mouvement comme processus tenant, la marche, etc., ça produit également, donc on peut avoir une déambulation, et on sait notamment le rôle parfois de la déambulation comme process, entre guillemets, à la fois un peu automatique et de contenance. Et donc voilà, donc encore une fois, on peut ne pas s'empêcher d'aller vers une vision très 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 ouverte de la contenance avec, contenance dedans, mais contenance aussi au sens où on passe à travers des points, à travers des murs, etc. Donc on a là aussi des choses qui peuvent nous aider justement à former nos protocoles. Alors très clairement, sur la contenance avec, on s'est posé la question, oui, d'une contenance à deux, et d'avoir un protocole et une possible assise qui pourrait permettre de faire de la contenance à deux, avec un membre de sa famille, avec un soignant, que sais-je, avec un autre patient, bref, se poser cette question-là, est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc, en somme, on sait, voilà, en gros, que c'est forcément un protocole combiné, qu'il y a cette notion d'une temporalité à insérer dans notre protocole, de voir si le protocole à différents moments, etc., peut changer, peut varier, etc. Et que, voilà, l'enjeu, on va essayer de travailler quantité aussi de stimuli sensoriels pour justement provoquer un sentiment de contenance. Et c'est ce qu'on, dans les protocoles que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose qui, malgré tout, est tout un parcours à la fois de contenance, de diversion thérapeutique, parce que ça permet de la défocalisation et en même temps de la contenance. Donc permet comme ça de s'extraire par des stimuli sensoriels et en même temps de se contenir. Là, je vous ai rappelé, et on va y revenir, la notion d'espace au sens thymique chez Bieswanger, qui tout simplement rappelle cette chose, et on va y revenir, qu'il faut bien différencier ce qu'on appelle l'espace orienté et puis l'espace thymique. L'espace thymique, ce serait d'une certaine manière la manière dont je ressens cet espace. Ce serait ça, l'espace thymique. C'est-à-dire pas simplement l'objectivation de cet espace, mais malgré tout, comment cet espace m'impacte. Donc, le sentiment, effectivement, que cet espace, Winnicott dirait que cet espace a une possibilité, justement, de m'accueillir. Et donc, à chaque fois, dans chaque espace, il y a toujours un espace orienté, et puis il y a un espace thymique, et l'enjeu est justement de trouver une manière de se sentir
bien accueilli dans cet espace. Je propose le terme d'espace thymique dans la mesure où il est l'espace dans lequel séjourne le Dasein humain en tant qu'un Dasein thymique, et dit plus simplement dans la mesure où il est à chaque fois l'espace de notre disposition thymique ou de notre être thymiquement disposé. Et donc tout l'enjeu est de voir comment on produit cet espace thymique qui est, bien sûr c'est extraordinairement difficile puisque c'est terriblement lié à la singularité de chacun. Et donc il faut voir qu'est-ce qu'on peut activer pour que cette singularité de chacun fasse que oui, cet espace, je le ressens comme capacitaire. Beaucoup, là aussi, on a pas mal de travaux de plus en plus sur l'immersif, au sens large du terme, donc la contenance comme immersive, que ce soit la VR, donc la réalité virtuelle, que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, les environnements sonores, acoustiques, une question sensorielle, que ce soit l'apnée avec certains protocoles où on descend sous l'eau. Bon, donc on a tout cela. Il est clair que par exemple l'eau, je vous ai mis quelques références avec l'eau et les soins, un article assez vieux maintenant, entre guillemets, sur les malades psychotiques chroniques et qui justement travaille beaucoup avec l'eau comme milieu enveloppant, résolument porteur au sens physique du terme, donc voilà, mais phorique aussi en termes symboliques, puisque c'est ce que je vous ai mis en dessous, que ce soit chez Ferenczi, que ce soit chez Roland, que ce soit chez Freud, ce qu'on appelle la vie océane, ce qu'on appelle la régression thalassale, qui est cette sensation océanique. Voilà, donc un point absolument essentiel. Le fait qu'il y ait quelque chose de commun des débuts de la vie, Ferenczi, il y a les débuts de la vie terrestre et océane, entre la vie humaine et le vivant en règle générale, qui fait que, de fait, c'est un milieu régressif au sens de je redescends à mon origine, et puis je redescends aussi à un état d'immaturité réel, puisqu'il y a cette tension, si vous voulez, entre à la fois l'eau, la vie océane comme élan vital, comme sentiment d'éternité, comme sensation océanique, puis en même temps le régressif, le mouvement intérieur régrédiant, le désir de retour au sein maternel, donc la régression à l'originaire, ou au contraire la sublimation entre guillemets et la possibilité d'une plénitude. Donc il y a toujours cette tension dans notamment donc chez ces trois auteurs. Mais par ailleurs, c'est un des éléments bien utilisés dans les thérapeutiques à médiation corporelle. Pour beaucoup, la manière, entre guillemets, de ressentir son corps sans en ressentir le poids, la douleur, la pesanteur, etc. On connaît par cœur, mais il y a pas mal voilà, cette contenance par l'eau, elle est tout à fait importante. Là, là, c'est des points qui renvoient plus spécifiquement à ce texte et à cet espace sous-marin qui joue un rôle de filtre pour le patient très vulnérable, notamment avec des effets comme ça d'amenuisement du bruit, de la lumière. Donc là, au contraire, au lieu d'avoir des stimuli sensoriels, d'avoir un affaissement, un affaiblissement de ce relief sensoriel, et qui est une sorte le fait d'atténuer, le fait aussi de ralentir les gestes, donc tout un phénomène, on pourrait même dire aujourd'hui, de décélération. Et on sait à quel point aujourd'hui le monde qui est le nôtre déjà est en saturation du présent, l'accélération du présent, etc. Donc là, on a un milieu naturel qui est naturellement qui décélère malgré tout, voilà, donc ça c'est quelque chose qui bien évidemment peut être probant pour tous ceux qui ont des maladies avec des spectres plus ou moins psychotiques, etc., mais plus classiquement pour tous ceux qui
sont dans des stress forts et des angoisses de morcellement, etc. Donc voilà, et puis encore une fois, bah voilà, on s'y déplace sans risque. On a encore une fois cette absence de gravité. Bon, donc ça, et avec dans ce texte, dit-il, le patient psychotique vit mieux sous l'eau que sur terre. Donc paradoxe d'un milieu extrêmement mobilisateur, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi hein, dans l'eau, c'est tout sauf, voilà, il ne s'agit pas de s'étouffer, mais en même temps, c'est voilà, un milieu qui permet aux patients qui se ressentent plutôt avec un corps mort d'habiter enfin et de retrouver son corps. Là, je vous ai renvoyé à un autre point. C'est un texte donc un article Molina et Jouan sur le rôle des flux sensoriels dans les débuts du développement, mais qui peut être tout à fait... donc là, c'est plus spécifiquement, bien sûr, dédié sur les enfants, mais en fait, toute notre vie, nous allons attraper ces flux gravitaires, tactiles, olfactiques, gustatiques, auditifs, et c'est justement par ces flux que nous, voilà, on constitue une ambiance. Donc, c'est là aussi, c'est pour ça que ça peut être intéressant, effectivement, d'aller travailler sur ces différents flux qui nous permettent tout simplement de produire soit une fonction de contenance, soit une fonction d'attachement. Flux visuel, ben là pareil, la question des regards, tout à fait important, je passe. Là aussi, ce qui peut être, je vous l'ai mis important, le recours à la réalité virtuelle immersive, donc qui est pas mal là aussi utilisé aujourd'hui pour toutes les comment dire, les maladies psychiatriques qui sont listées ici, et puis avec un état de l'art de Daniel Freeman du département de psychiatrie de l'université d'Oxford, qui a passé au crible les 25 dernières années tout ce qui pouvait se relier entre réalité virtuelle et santé mentale. Et donc je vous ai mis le lien où là vous verrez un petit peu je dirais l'evidence-based de cela, parce que c'est malgré tout aussi cela notre problème à nous, sciences humaines et sociales, d'aller voir comment on s'articule avec cette evidence-based. Et puis, donc protocole combiné, on l'a vu. Bon, ça c'est pas forcément important. Et puis des choses qu'on connaît, je crois, comment dire, au GHU, on a une salle, nos Hélènes, donc qui est la salle, peut-être que vous voyez comment elle est, et qui permet justement d'avoir à la fois une contenance, mais une stimulation sensorielle pour provoquer un phénomène soit de baisser l'angoisse, le stress, l'apaisement. Donc c'est tout ce là aussi les travaux qu'on peut voir aujourd'hui sur les chambres d'apaisement, et avec plus ou moins d'ergonomie particulière. Il y a l'usage de couleurs, l'usage de formes, l'usage de textures. Donc ça aussi, ça nous a entre guillemets inspiré pour aller travailler sur ces questions de protocole de contenance. Donc les questions à proprement de travail, vous les retrouvez également je vous renvoie à l'état de l'art qui avait été fait avec Azilis Le Boucher, les méthodes de contention en psychiatrie, état de l'art, et qui là reprenait un peu toute l'historiographie de cela, et qui à la fin venait poser la question de notre protocole plus spécifiquement.
Donc, l'enjeu, c'est de voir comment on produit des techniques de désescalade, comment on prototype une contenance thérapeutique. Est-ce que c'est possible d'avoir un dispositif contenant de moindres recours et qui lui-même serait en mesure de réduire le recours à la contention mécanique? Je vous l'ai dit tout à l'heure, quels impacts sur les représentations mentales de la contention. De manière plus ouverte, quel est l'impact du design capacitaire pour les patients, les familles, les équipes soignantes? Et puis, quels indicateurs? Comment on relie evidence-based medicine et evidence-based humanities? Puisque voilà. Donc, le projet, plus spécifiquement, sous aussi donc la coordination chaire, bien sûr, etc., le docteur Alexandre Christodoulou, plus spécifiquement, et puis toute une équipe et des services qui sont dans la boucle, un chargé de projet dédié spécifiquement à cela, Azilise Le Boucher, et puis un pilotage GHU, vice-présidence relations avec les usagers et prise en charge. Et effectivement, aujourd'hui, il n'existe aucun protocole de contenance volontaire décidé par le patient, donc intéressant d'aller sur ça. Et en parallèle des travaux engagés sur la chambre d'isolement, je le disais, notamment par le LABA, essayer justement d'aller voir si on peut créer un protocole alliant soins, humanité médicale, éthique et design autour de cette notion de contenance volontaire à utiliser dans les services de psychiatrie et de neurosciences. Je passe là-dessus parce que ça dit sensiblement la même chose. 5 services qui sont dans la boucle, on va les voir ici. Hospitalisation complète adulte à la salle, Épinay-sur-Orge, la maison d'accueil spécialisée. On a essayé à chaque fois en fait de solliciter des services qui étaient avec des pathologies et des fonctionnalités différentes. D'abord, il y a eu toute une observation non participante immersive pendant toute une première phase, des entretiens avec des soignants, les usagers, les neuroréanimateurs, les médecins psychiatres, les gériatres, les cadres de santé, les infirmiers, les psychologues, les aides-soignants, les psychiatres, bien évidemment les patients et leurs familles. Donc tout ça a permis également l'élaboration à la fois de l'état de l'art, mais surtout de premiers verbatim. Et puis, deuxième phase, tout ça s'est passé, on est à la phase aujourd'hui d'avoir récolté les prototypes, donc c'est pour ça que je passe un peu vite, les ateliers d'idéation qui ont été faits avec les différentes parties prenantes, soit en présentiel, soit en distanciel, les deux généralement, sachant que malgré tout ça, parce que ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans, et il ne vous aura pas échappé que depuis presque 2 ans, il y a un autre grand calendrier qui structure notre vie et qui s'appelle le ou la Covid, parce qu'il est tellement structurant qu'il a plusieurs pronoms. Et donc, c'est vrai qu'on s'est trouvé quand même un peu serré dans cette histoire. Donc, ça a bien évidemment pas mal transformé nos protocoles. Là, je vous ai mis, alors pourquoi on a choisi? Parce qu'on avait beaucoup de demandes sur justement les questions de parcours verbalo-sensoriel, de contenance par à la fois la verbalisation et par les stimuli apaisants. Donc il fallait réfléchir à comment on produisait ça. On a mis par exemple donc un patient qui dit ça c'est très proustien. Dès que je sens cette odeur, je prends une sorte de capsule spatio-temporelle en accès direct à l'enfance. Alors ça peut être aussi un voyage atroce si l'enfance a été absolument dramatique, mais là en l'occurrence c'était plutôt identifié comme le refuge, le lieu sécuritaire, la maison, etc. Un médecin, si on avait les moyens de savoir ce qui serait le plus apaisant pour le patient, si on avait la gamme, donc c'est ce terme de gamme qui nous a interpellés en disant tiens, est-ce qu'on arriverait à produire avec le patient comme une cartographie avec lui de ces stimuli, donc on travaille avec lui pour voir comment
on crée cette carte mentale, cette carte sensorielle spécifique au patient pour produire justement de la contenance, du réconfort spécifique. Donc c'est ça qui nous a emmené vers une première piste. Je vais la développer plus spécifiquement après. Donc cette première piste qui était à la fois le fait d'établir cette carte et d'obtenir, on ne le voit pas très bien là, mais c'est pas grave, un objet, clinique transférentielle de l'objet, c'est-à-dire l'idée de dire tiens, au travers d'un parcours, on va sélectionner différentes choses, on va les mettre dans une sorte de livre ou de petit objet contenant, et on peut partir avec tous ces éléments qui sont là pour stimuler sensoriellement et nous apaiser. Et donc on peut l'emmener ailleurs, on peut le porter, on peut revenir, changer sa carte, vous voyez. Bon, donc ça c'était... Et c'est important de le faire avec le soignant, donc il y a malgré tout aussi tout un travail avec le soignant, mais ça peut aussi comment dire, être fait seul à partir du moment où on a établi une sorte d'établi où vous pouvez aller chercher vos différentes choses. Et puis il y avait une deuxième piste, puisqu'il y a eu en gros 7 protocoles et 2 qui sont plus spécifiquement testés, classiques, la volonté d'avoir voilà, une immersion comme contenant on va dire une refonte de la squeeze machine, mais ce n'est pas la squeeze machine, donc véritablement le fait de dire tiens, est-ce qu'on peut avoir un objet à un endroit, un fauteuil particulier, même si on veut le trimballer dans différents services, où là, véritablement, on peut se poser et produire de la contenance, surtout avec des patients avec un vécu très de persécution, et on pourrait même utiliser, même si le LABA travaille plus spécifiquement sur la chambre acoustique, etc., on sait qu'à terme, on aura nécessairement des protocoles combinatoires, donc on pourrait tout avoir une tête qui envoie du son, hein, et donc voilà, on pourrait utiliser éventuellement, indépendamment de ce fauteuil, un système de VR, de réalité virtuelle qui produit des images particulières. On a des chariots aujourd'hui, Illuminart, vous connaissez peut-être ce protocole Illuminart qui a été notamment développé par Raphaël Vial à destination des enfants pour transformer le seuil nociceptif de la douleur, les questions de stress, etc. et qui projette. Alors, ce n'est pas du contenant, mais comme ça se fait à l'intérieur d'un espace contenant, une chambre, et puis là, on projette des images, et ces images vont venir apaiser, produire même une aide sur l'anesthésie par rapport à un certain type de douleur, un meilleur rétablissement, que sais-je. Donc là, très classique, une sorte de fauteuil avec des grandes comment dire, feuilles comme ça qui reviennent. Je passe vite parce que je les ai un peu plus loin. Le proof of care, c'est nécessairement de l'evidence-based, et là, c'est alors quid des indicateurs. Donc, résultat, on se retrouve avec, comment dire, ces échelles donc, on est allé chercher les indicateurs qui déjà étaient posés, existants, légitimes, et de voir comment on peut intégrer ces indicateurs dans notre système pour essayer de le rendre valable, indépendamment des cohortes qui vont passer dans ce test du POC. Donc les échelles, comment dire, BPRS, donc tout ce qui renvoie à l'échelle de cotation psychiatrique brève, tout ce qui renvoie à l'échelle de Recovery in Mental Illness, donc les RAS, tout ce qui renvoie à, ça on connaît, la qualité de vie des patients ou la qualité de vie des soignants, pour voir comment
qui sont des échelles là aussi bien définies. Les échelles de Recovery Assessment Scale. Bon, voilà, donc en gros, on va chercher des indicateurs probants, légitimes, robustes, et on voit comment on les intègre dans notre protocole. Et puis là, la valorisation. Je vous ai fait aussi 2 points importants, parce que si on pousse la notion de contenance de manière philosophique, on la retrouve très différemment, mais de manière aussi intéressante sur cette notion d'assise, d'assiette, ce contenant chez Montaigne, et qui me paraît malgré tout un critère absolument décisif, puisque c'est l'idée effectivement d'avoir une assise dans le vertige. Donc une assise dans le vertige, ça produit une assiette. Lui, par exemple, le ressent plus spécifiquement à cheval, mais on pourrait le poser dans le fait de marcher. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? L'assise propre à Montaigne ouvre en effet à quelque chose comme le sentiment du monde, comme le sentiment d'un monde nôtre. Donc c'est malgré tout totalement en écho avec ce qui est posé chez Winnicott, quand Winnicott dit la mère en fait permet à l'enfant d'être accueilli dans ce monde, d'espérer quelque chose de ce monde. C'est ça le soin, au sens de conception, d'élaboration imaginative de la mère. Et puis bien sûr la notion d'ambiance, que vous pouvez donc contenance, ambiance, vous pouvez aller travailler avec tous ceux qui sont la psychothérapie institutionnelle bien sûr, mais bien d'autres gens, milieu protecteur en sympathie, étreinte, enfin donc toutes ces questions de comment on produit une ambiance. Je passe vite sur Thibaut Jean-Paul, Petite archéologie de la notion d'ambiance, qui était un article paru dans la revue Communication. Bien sûr, c'est pas que, et ce n'est pas, encore une fois, c'est pas que de la métaphore ou des synonymes, si vous voulez. C'est qu'à chaque fois va se jouer quelque chose qui vient nous dire un rapport au sujet ou un rapport à l'individuation, milieu, climat, atmosphère, environnement. Donc on a beaucoup de ces notions-là. La notion également de mondiation, c'est intéressant. Pourquoi? Vous la trouvez chez Descola, parce que c'est pas des espaces thymiques, mais c'est des représentations du monde qui se logent précisément dans nos manières d'articuler la culture et la nature. Je vous ai mis Albrecht, pourquoi? Parce que vous avez tous entendu parler d'éco-anxiété, de solastalgie, et en fait on se rend compte que c'est une atteinte au climat, dans toute sa métaphorisation possible, du climat, grand climat, jusqu'à tiens, ça me rend absolument, ça produit un espace thymique qui est insupportable, et donc résultat, vous avez cette éco-anxiété. Et je vous ai mis alors Morton, qui est totalement dans l'autre genre, en disant aujourd'hui le réchauffement climatique est un hyperobjet. Et là où on voit que véritablement ça vient casser la clinique des objets transférentiels et des objets capacitants. Pourquoi? Parce qu'un hyperobjet, c'est quoi? C'est quelque chose avec lequel je ne peux plus faire sujet. C'est ça un hyperobjet. Donc c'est véritablement pour nous tout ce qui vient faire défaillir la clinique des objets. Et c'est je ne peux pas me séparer, et très souvent il utilise le fait comme si j'étais dans de la glu, comme si j'étais dans du miel, comme si j'étais, c'est-à-dire qu'en gros je ne peux pas faire frontière, je ne peux pas à un moment donné dire mais j'ai un irréductible qui est mon sujet. Donc c'est pas le sujet lui-même comme l'autisme qui éventuellement se sent inséparable, c'est le milieu qui arrive sur moi et qui est inséparable. Et c'est, dit-il, c'est ça la caractéristique, entre guillemets, d'un milieu d'effondrement au sens de réchauffement climatique. Et bien évidemment que ça produit des sentiments de disparition assez compliqués. Là aussi, donc petit rappel sur Bieswanger,
en expliquant justement que voilà, nous sommes tous sur Minkowski, qui distingue deux principes vitaux qui règlent notre équilibre mental, la syntonie, la schizoïdie. La syntonie désigne quoi? Le principe qui nous permet de vibrer à l'unisson avec l'ambiance, donc comment on active justement cette capacité syntone, et puis elle assure le contact vital avec la réalité, très bien, sentiment harmonique, et puis bien sûr la schizoïdie qui vient nous détacher de cette même ambiance. Alors bien sûr, tout l'enjeu étant de trouver la juste mesure, puisque que ce soit un excès de syntonie et c'est la disparition, que ce soit un excès de schizoïdie et c'est véritablement un sentiment de détresse maniaco-dépressive, que sais-je. En tout cas, donc on voit bien que voilà, c'est quel est ce lien en rapport avec, on revient à notre dialectique contenant, contenance, topos, cora et individuation. Là, qu'est-ce que je vous ai posé? Tout simplement le fait que ce soit Minkowski, que ce soit Binswanger, que ce soit Strauss, tous ont travaillé en posant comme ça, en polarisant d'un côté, chez Binswanger, je l'ai dit tout à l'heure, espace orienté, espace thymique, on trouve ça dans le problème de l'espace en psychopathologie, mais chez Minkowski c'est dit différemment, mais ça ressemble, même si ça ne se recoupe pas totalement, espace clair, espace noir, ou encore une fois espace géographique comme si c'était celui qui était objectivable, et puis l'espace du paysage. Je me souviens, moi, quand on était en première, on apprenait les paysages état d'âme, quand on travaillait sur Verlaine, quand on... Voilà. Bon, mais très clairement, on est dans cela. C'est toujours dans le... c'est pour ça qu'il est tout à fait bien, parce qu'il fait cette petite archéologie de la notion d'ambiance, le Thibaut, l'article. Donc voilà, l'espace affectif qualifié de nos humeurs, de nos sensations, celui des atmosphères qui nous enveloppent, des sentiments qui nous traversent. Voilà ce que c'est que l'espace thymique, noir ou le paysage. Donc la notion de contenance, ça travaille sur ça. Ça travaille, même si, bien évidemment, derrière, il y a une objectivation, il y a peut-être un objet, il y a peut-être tout ça. Mais malgré tout, c'est comment vous faites surgir ces espaces thymiques stabilisateurs. Voilà. Encore Binswanger, très bien. On l'a dit sur l'espace transitionnel. L'air transitionnel, le jeu, l'espace, le fait que l'ambiance c'est toujours un principe de négociation avec la réalité. Je vous renvoie à quelque chose, alors là pour le coup, je ne sais pas si non vous ne le voyez pas, donc je vais vous le raconter plutôt, qui est donc l'ancrage, la notion d'ancrage, et qui est une feuille qui a été faite là tout récemment par un médecin, un psychiatre, qui s'appelle Igor Thiriev, hop, toc toc, et qui justement, assez de manière, comment dire, je vais essayer, attendez, je vais essayer de m'échapper et de vous le trouver quand même un peu plus précisément, ça sera quand même plus joli. Voilà, l'ancrage, donc Thiriez, qui a fait cela et qui renvoie, alors là pour le coup, je veux dire, à tout ce qu'on a dit sur contenance si je bouge, contenance si je ne peux pas bouger, contenance si je peux parler, contenance si je peux sentir, contenance si je peux, même si lui c'est pas le terme de contenance avec lequel il travaille, mais le terme d'ancrage, mais qui fait aussi écho à Montaigne sur l'assise, sur l'assiette, sur les étreintes. Donc ces techniques visent à soulager les états de détresse émotionnelle et à lutter contre la dissociation. Voilà, si je peux me déplacer, tout ce que vous pouvez faire avec bien évidemment votre corps, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de la marche, etc. Si je peux bouger, le fait de venir produire des pressions, les talons, le fait de s'ancrer dans le sol, etc. Si je peux parler, à ce moment-là produire un système de catégorisation pour tout d'un coup créer du bord, etc. Bon, si je peux sentir, respirer, bon, donc des choses très très basiques, mais résultat très factuels,
pour nous intéressante de voir, tiens, dans nos protocoles de contenance, est-ce que, comme par hasard, est-ce qu'on fait écho avec cela? Si je peux me souvenir, tout à fait, on a vu que dans notre système portatif, il y a des objets avec lesquels on peut produire, en tout cas, pourquoi pas, une réminiscence, et qui viendrait justement tout simplement produire de la réassurance, de la reconnaissance, réassurance, contenance, etc. Bref, donc je vous renvoie à ce... Là, vous voyez, 21 novembre 2021, Igor Thiriez qui a fait cela. Je reviens à nos camarades. Stong. Voilà. Alors, le parcours pour clore, le parcours verbalo, donc en gros, donc vous aviez vu tout ça. Alors, on a 3 déclinaisons possibles de ce parcours, comment dire, un qui passe par la déambulation, un qui passe par l'alcôve et un qui passe par le totem. Donc 3 manières de faire vivre ce protocole de diversion, contenance thérapeutique et activation des stimuli. Donc à chaque fois c'est un POC, hein, un POC, donc on va tester, etc. Il faut voilà. Donc un parcours, vous voyez des objets qui sont disposés dans un parcours et qui font que le patient, au travers d'une découverte, qui suit un ruban de Moebius, mais bon, voilà, qui à la fin produira lui-même un système portatif parce que c'est important, mais vous voyez qu'il va pouvoir ouvrir différents endroits, choisir des éléments, etc. Je vous montrerai après les éléments qu'il peut choisir, mais de se dire, tiens, est-ce qu'on inclut ou pas cette déambulation, et en l'occurrence avec un soignant à côté, qui peut discuter de pourquoi vous choisissez ça, pourquoi vous prenez ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Donc ça, c'est une première formule. Vous avez une deuxième formule qui est beaucoup plus type urne, c'est-à-dire, comment dire, votation, sauf qu'on ne va pas voter, on ne fait pas les élections, mais qui est plutôt, vous rentrez dans un espace, alors vous voyez bien que le premier est ouvert aux yeux de tout le monde, le deuxième est fermé, donc vous allez dans un petit espace où votre carte, vos objets en l'air, etc., comme un établi, etc., vous les choisissez, et comme le lieu est quand même petit, pas nécessairement forcément avec quelqu'un, plutôt seul, abondance d'éléments, mais en tout cas, le fait encore une fois, d'être dans un univers fermé, et puis quelque chose qui est plus totémique, entre guillemets, où là, et qui peut être utilisé par un autre type de patient, vous asseyez autour et vous êtes sur quelque chose où vous sortez des éléments de ça ou là, et donc il y a un rapport un peu différent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Vous voyez, c'est très ouvert. Ça peut être des balles en mousse, ça peut être des pâtes modelées, des sachets de billes, des bois, du métal, de la mousse. C'est tout ça que vous allez pouvoir, entre guillemets, trouver, toucher, pour, en l'occurrence, choisir, voir les bruits des coquillages, que sais-je, les cailloux, enfin bon bref, tout ça sera à disposition pour voir justement, tiens, dans le toucher, qu'est-ce qu'on vient activer. Pareil, sur le toucher, là encore, les papiers bulles qu'on connaît tous, le clic, 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 bon, est-ce que, voilà, d'ailleurs qui fait un carton en ce moment dans les cours d'école, vous avez vu, avec ces machins qui ch'tung, là, de l'autre côté, bon bref. Les papiers à mémoire de forme, etc. Est-ce qu'on met des mini bouillottes, vous savez, qui non pas avec de l'eau, mais qui fonctionnent comme ça, juste par une toute petite charge, bon, avec un truc de chaleur. Bon, bref, il y a je ne sais combien de possibilités. Il y a tout ce qui renvoie à l'odorat, donc il y aura tout un endroit odorat où on vient, voilà, se pose la question de est-ce qu'on va jusqu'au cannabis thérapeutique ou pas. Donc ça, c'est des vraies ouvertures qui ne relèvent pas, voilà, qui sont précisément des choses à produire avec les uns ou les autres. Les vanilles, les fleurs d'oranger, l'amertume, on sait à quel point la notion de... Enfin, l'amer produit résolument un effet particulier chez certains de
soit de contenance, soit de diversion totale et qui peut être tout à fait intéressant. Tout ce qui renvoie à l'ouïe, donc il y aura une petite mini-enceinte comme ça, dans lequel il y a des sons. Alors ces sons, bien sûr les sons classiques, naturels, etc., mais aussi des sons d'ambiance. Donc ça peut être un café, ça peut être... voilà, donc pas que travailler que sur des éléments purs, mais plus des paysages sonores, pour voir si ça peut être intéressant. Bon, est-ce que, voilà, d'ailleurs, vous avez vu les points, donc aujourd'hui, on a en gros, tout ce qui pourrait être un objet un petit peu plus transitionnel, kaléidoscope, casse-tête, que sais-je, etc. Et donc, le POC, il est très simple, hein, il n'aura pas encore la tête finale, parce qu'un POC, vous savez, c'est toujours une preuve de concept la plus légère possible. On ne peut pas prototyper tout, etc. Donc là, en gros, vous voyez comment ça va se présenter avec des tables avec plein de trucs dedans, avec vaguement une configuration et qui fait que, tiens, vous allez pouvoir produire cette fameuse carte sensorielle, partir avec et éventuellement revenir, la changer, etc. Donc ça, on va le tester. Ça va commencer en janvier, hein, je crois, avec les premiers services qui vont être intéressés par ça. Et puis, le fauteuil recouvrant, qui est un fauteuil, voilà, vous voyez, avec des très très grandes, comment dire, feuilles. C'est plutôt ça qui a été choisi aussi pour des facilités d'hygiène, de ceci, de cela. Avaient été proposées des choses, vous voyez, dans des beaucoup plus compliquées de type anémone, où vraiment on pouvait alors jouer partout, voilà, et qui sont malgré tout très intéressantes, mais qui sans doute ne seront pas pensées. Et puis d'autres protocoles sont ailleurs en élaboration. Je vous donne juste un protocole qui est intéressant. Donc, les protocoles qui partent cette fois-ci plutôt de la décharge, donc plutôt de la contenance par la décharge et par le fait de produire une clinique de l'objet par rapport à la décharge. En gros, la possibilité d'être... Alors, c'est toujours compliqué puisqu'on rejoue d'une certaine manière cette décharge. C'est pas, en tout cas, elle n'est pas liée au phénomène même du moment de la décharge. Elle est quelque chose comme c'est volontaire, donc c'est particulier. Mais là, on a la possibilité d'utiliser des outils qui viennent figurer, rendre figurative cette décharge. Donc c'est une manière de symboliser cette décharge, soit par la projection d'encre, etc., sur une feuille et qui donne un paysage à cette décharge, soit le fait d'utiliser une imprimante 3D et de produire un objet qui est relié à ce que vous êtes en train de décharger et qui se raconte de manière un peu algorithmique, on va dire, ou en tout cas par une équation particulière. Et donc en gros l'enjeu c'est de dire, tiens, est-ce que c'est intéressant d'avoir une figuration comme une extérioration, le fait de rendre extérieure ma crise et de la voir, de voir une forme, une couleur, que sais-je. Et là, d'utiliser la 3D ensuite pour dire, tiens, elle a cette tête-là. Cette petite chose-là, c'est ma crise. Et dans un autre moment, de refaire une autre manière, etc. En tout cas, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de produire une réflexivité autre que par l'intellectualisation, etc., mais de produire une réflexivité intéressante par rapport à un moment qui est jugé problématique par rapport à la construction d'un sujet. Et puis, on a également des choses plutôt sur le fait des gradations, c'est-à-dire comment on peut petit à petit travailler avec le patient pour que lui-même soit... ça, c'est déjà c'est bien sûr des travaux qui sont tout à fait enclenchés déjà aujourd'hui pour accueillir tous les signes et toute la prévention de la crise, mais là aussi de faire ça avec des objets qui sont dédiés, encore une fois,
des salles d'isolement, des chambres d'isolement, mais qui ne sont pas des chambres totalement d'isolement, qui sont plutôt des lieux de gradation, c'est-à-dire où on ne va pas dans une chambre d'isolement, on va dans un endroit où on va construire un chemin de désescalade particulier avec toute une série d'objets, de stimuli, etc., etc. Donc c'est pas... voilà. On a des dispositifs avec la forme du corps, hein, donc là aussi, de la contenance et le fait de garder cette empreinte. Voilà. Et puis, bien sûr, des choses de type plus corporel, les massages, que sais-je, qui fonctionnent là aussi. Bon, tout ça n'est pas ici à proprement testé, puisque les deux qui sont testés, c'est, je vous l'ai dit, la question du fauteuil et puis le parcours comme ça sensoriel, mais voilà, ce sont les travaux qui existent aujourd'hui autour, entre guillemets, de cette contenance. Et puis en revanche, allez, dans quelques mois, on sera à même d'avoir peut-être des premiers indicateurs pour voir le caractère plus ou moins probant de ces différents travaux. Pas que en termes d'indicateurs, mais aussi, et c'est très important, tout le retour des équipes, parce que c'est ça qui nous fera, et bien évidemment, quand je dis des équipes, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire les soignants, les patients, les familles, les équipes qui sont liées à ce POC. Voilà.